Mon fils aîné a dit que j'étais incapable, alors j'ai ouvert mon propre café. 4 mois plus tard, il m'a supplié de l'aider. Si cette histoire vous bouleverse, laissez un like et dites-moi dans les commentaires, jusqu'où iriez-vous pour protéger quelqu'un que vous aimez? Parfois l'amour d'un père peut devenir sa condamnation. Votre expérience pourrait sauver la vie de quelqu'un d'autre. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires qui révèlent le côté sombre des liens familiaux. Je m'appelle Pierre Dubois, j'ai 65 ans, et toute ma vie j'ai cru que l'amour pouvait guérir n'importe quelle blessure. Que la dévotion d'un père était toujours récompensée par la gratitude. Que le sang était plus épais que l'eau et que les liens familiaux étaient incassables. Je me trompais. Terriblement. Voici l'histoire de la façon dont mon fils cadet Antoine, ma propre chair et mon propre sang, a tenté de me tuer dans un restaurant élégant de Paris, en versant du poison dans mon champagne pendant que j'étais aux toilettes. C'est l'histoire de la façon dont un geste d'amour s'est transformé en la pire des trahisons. Et de la façon dont, parfois, sauver quelqu'un signifie se condamner soi-même. Tout commence un mardi après-midi de novembre. Je suis dans mon cabinet d'avocat rue Saint-Honoré, au cœur de Paris, entouré des dossiers qui ont défini ma carrière de 38 ans au barreau parisien. Les murs sont couverts de diplômes, de photographies avec des magistrats et de rayonnages remplis de codes juridiques. La lumière dorée de l'après-midi parisien filtre à travers les hautes fenêtres et illumine le bureau en acajou massif qui appartenait à mon grand-père. L'arôme du café de ma cafetière Nespresso emplit l'air. C'est la même machine que j'utilise depuis 15 ans, celle que ma défunte épouse Marguerite m'avait offerte avant sa mort d'un cancer du pancréas il y a 10 ans. Je révise les plaidoiries pour une affaire de succession complexe quand le téléphone sonne. L'écran affiche un numéro que je reconnais immédiatement mais que je n'ai pas entendu depuis 5 mois et 23 jours exactement, celui d'Antoine. Mon cœur s'arrête un instant. Antoine. Mon bébé. Le plus jeune de mes 3 fils, né quand Marguerite avait 42 ans et que nous pensions être trop âgés pour d'autres enfants. Un enfant sensible qui a toujours été différent de ses frères aînés Julien et Sébastien. Un garçon qui préférait les livres au ballon de football, qui a étudié l'art dramatique pendant que ses frères choisissaient le droit. Le fils qui m'était le plus proche et qui me causait le plus de soucis. Papa. La voix est la même que toujours. Chaude, familière, avec ce léger accent parisien qu'il n'a jamais perdu malgré ses années à Londres. Antoine, bonjour. Les mots sortent comme un murmure. Cela fait 143 jours depuis notre dernière conversation. J'ai compté chacun d'eux. Papa, est-ce qu'on peut se voir? Je voudrais te parler. Bien sûr, mon fils. Quand tu veux. Ce soir. Ça te va à 8 heures? Je connais un endroit charmant dans le Marais. Le restaurant Le Procope Moderne, près de la place des Vosges. C'est tranquille, on pourra parler calmement. Parfait. On se retrouve là-bas. Papa. La voix devient plus douce, presque vulnérable. Oui. Tu m'as manqué. Énormément. Je raccroche avec les larmes aux yeux. Antoine m'a manqué chaque jour. Ce garçon que j'ai élevé comme s'il était sorti de mon propre cœur, que j'ai aimé avec une dévotion que seul un père peut comprendre, que j'ai protégé du monde avec la férocité d'un lion. L'après-midi passe avec une lenteur atroce. Je n'arrive pas à me concentrer sur le travail. Les chiffres sur les dossiers se brouillent devant mes yeux tandis que mon esprit retourne inévitablement à cette soirée de juin où tout s'est effondré. Antoine avait 32 ans, un emploi précaire comme comédien dans une petite troupe londonienne, et il avait commencé à fréquenter des gens qui ne me plaisaient pas du tout. Des hommes plus âgés avec des voitures allemandes coûteuses et trop de questions sur mes affaires, mes propriétés, mes clients fortunés. Je me souviens encore du premier signal d'alarme. Il était rentré à la maison avec une Rolex submarinée au poignet, d'une valeur d'au moins 10 000 €. Un cadeau d'un ami pour un service que je lui ai rendu, avait-il dit quand je l'avais fait remarquer. Mais ses yeux étaient fuyants, nerveux. Ce n'était pas dans son caractère de mentir si ouvertement. Antoine avait toujours été un garçon transparent, presque naïf dans sa honnêteté. Puis les appels nocturnes avaient commencé. Je l'entendais parler à voix basse dans son portable à toute heure, toujours nerveux quand il me voyait m'approcher.
Une fois j'avais distinctement entendu les mots « intérêt »,« semaine prochaine » et « tout réglé ». Quand j'avais demandé, il avait dit que c'était des questions professionnelles. Mais quel travail de comédien nécessite des appels téléphoniques à 2 heures du matin avec un ton si agité? Puis il y avait eu l'argent. Soudain Antoine avait commencé à dépenser des sommes que son salaire ne pouvait justifier. Des dîners dans des restaurants chers, des vêtements de créateurs, des week-ends hors de la ville. Quand je lui avais fait remarquer qu'il vivait au-dessus de ses moyens, il était devenu agressif. « Papa, je ne suis plus un enfant. Je sais gérer mon argent. » Mais ce n'était pas son argent. Ça ne pouvait pas l'être. Le soir de la dispute finale, il était rentré à la maison à 3 heures du matin, ivre et belliqueux. Il avait claqué la porte d'entrée contre le mur, réveillant tout l'immeuble de l'avenue Foch. Quand je lui avais dit que ce n'était pas un comportement acceptable, il avait explosé comme une bombe. « Tu n'es pas mon chef », avait-il crié, sa voix altérée par l'alcool et quelque chose d'autre que je n'arrivais pas à identifier. « Arrête de te comporter comme si tu me devais quelque chose. Arrête de me contrôler. Antoine, s'il te plaît, ne parle pas comme ça. Tu es ivre. » « Ivre? Oui, je suis ivre. Et tu sais pourquoi? Parce que j'en ai marre de cette putain de vie. Marre de devoir dire « merci papa » pour tout. Tu me traites comme un gamin. Les mots me frappaient comme des gifles physiques. Je sentais la douleur se répandre dans ma poitrine comme de l'acide versé sur une plaie ouverte. Ce n'est pas vrai, Antoine. Tu es mon fils. Je t'aime et... L'amour? Tu appelles ça de l'amour? Me contrôler constamment, me critiquer, me juger. Ses yeux étaient injectés de sang, mais il y avait autre chose que l'alcool. Une colère froide que je n'avais jamais vue auparavant. Antoine, tu dis des choses terribles. Terribles? Ce qui est terrible, c'est que j'ai 32 ans et que tu me traites encore comme si j'en avais 10. J'essaie juste de t'aider. M'aider? Tu essaies de contrôler ma vie. Tout doit se passer selon tes règles. Antoine, ce n'est pas. Julien et Sébastien sont partis dès qu'ils ont pu. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont compris ce que je réalise seulement maintenant, tu ne nous laisses jamais grandir. Il avait pris les clés de voiture sur la table d'entrée, celle de la BMW que je lui avais offerte pour sa sortie de l'école de théâtre. Antoine, où vas-tu? Tu es ivre, tu ne peux pas conduire. Je vais où j'ai putain d'envie d'aller. Et ça ne te regarde pas. Il était sorti en claquant la porte si fort que le verre dépoli s'était fissuré. 2 jours plus tard, il était revenu, avait fait ses valises en silence et était parti sans dire un mot. La dernière chose qu'il m'avait dite, en chargeant la dernière valise dans le coffre, c'était « Tu vis mieux sans moi. Et moi je vis mieux sans toi. » Pendant 5 mois j'ai espéré qu'il reviendrait. Qu'il s'excuserait. Qu'il me permettrait d'expliquer qu'il n'avait jamais été un fardeau, mais la plus grande joie de ma vie. Que tout ce que j'avais fait pour lui, je l'avais fait par amour, pas par devoir ou pour faire bonne figure devant le monde. Et maintenant il a appelé. J'arrive au restaurant, le Procope Moderne, à 8 heures précises. C'est un établissement élégant mais chaleureux, caché dans une ruelle médiévale du Marais, loin du chaos touristique des Champs-Élysées. Les murs sont décorés de peintures du 19e siècle et l'air embaume intensément l'ail, le romarin frais et les vins vieillis. Le parquet d'origine reflète la lumière tamisée des lustres en fer forgé qui pendent du plafond voûté. C'est le genre d'endroit où le vieux Paris se cache des touristes, fréquenté principalement par de vrais Parisiens et quelques chanceux qui connaissent l'existence de ces trésors cachés. Antoine m'attend déjà assis à une table d'angle, la plus isolée du local. Je remarque immédiatement qu'il a choisi une position stratégique, il peut voir toute la salle mais difficilement quelqu'un peut l'observer par derrière. Il est assis dos au mur, une habitude que je n'avais jamais remarquée auparavant. Il porte une chemise de lin blanc qui semble coûteuse, probablement Hermès, et une veste bleu marine que je n'avais jamais vue. À son poignet droit, cette même Rolex submarinée qui m'avait rendu méfiant il y a des mois, maintenant accompagnée d'un bracelet en or qui doit valoir au moins 4 000 €. Il paraît plus mince que la dernière fois que je l'ai vu, plus maigre. Le visage est tiré, les pommettes plus saillantes.
Mais il y a quelque chose dans ses yeux que je n'arrive pas à déchiffrer. Une détermination que je n'avais jamais vue auparavant, mélangée à quelque chose qui pourrait être de la nervosité. Ou de l'excitation. Papa. Il se lève et m'embrasse. L'étreinte dure plus longtemps que d'habitude, ses muscles sont tendus comme des cordes de violon. Je sens son parfum, une eau de toilette coûteuse que je ne reconnais pas, probablement Tom Ford ou Creed. Ce n'est pas le genre de fragrance qu'il pourrait se permettre avec son salaire. Comment ça va, mon fils? Bien. Mieux. Beaucoup mieux. Il sourit, mais le sourire n'atteint pas ses yeux. Assieds-toi, papa. J'ai déjà commandé une bouteille de ton champagne préféré. Nous nous asseyons et je remarque qu'il a déjà étudié le menu. Sur la table il y a une bouteille de Dom Pérignon 2012, l'un de mes champagnes préférés. Comment peut-il s'en souvenir? Et surtout, comment peut-il se le permettre? Une bouteille comme ça coûte au moins 200 €. Un serveur élégant, probablement le propriétaire du local, s'approche avec 2 flûtes en cristal de baccarat. Qu'est-ce qu'on boit en apéritif? Demande Antoine avec désinvolture. Ça te dit un Dom Pérignon? Je sais que tu aimes celui de 2012. Parfait. Antoine goûte le champagne avec l'assurance d'un connaisseur expert. Il fait un signe de tête satisfait au serveur et remplit d'abord mon verre, puis le sien. Ses mouvements sont précis, contrôlés. Nous trinquons. À l'avenir, dit-il en me regardant droit dans les yeux. À l'avenir, je réponds en essayant de déchiffrer l'expression de son visage. Nous buvons. Le champagne est parfait, doux et corsé, avec des notes de pommes mûres et d'épices. Mais il y a quelque chose dans l'atmosphère qui me met mal à l'aise. Antoine semble trop détendu, trop sûr de lui. C'est comme s'il jouait un rôle qu'il a répété de nombreuses fois. Comment va le travail? Je demande en essayant de briser la glace. Bien, papa. Très bien. J'ai changé de troupe il y a 2 mois. Maintenant je travaille pour une compagnie américaine, Cultural Art International. Je gagne presque le triple d'avant et j'ai beaucoup plus de responsabilités. Je suis content pour toi. Quel genre de compagnie c'est? Conseil artistique avancé. Nous gérons des programmes culturels pour des clients haut de gamme. Immobilier de luxe, bijouterie, concessions automobiles exclusives. Il parle avec assurance, mais quelque chose dans sa voix sonne étudié, comme s'il récitait un script. Et où ont-ils leur siège? Le siège européen est à Londres, mais je travaille principalement en remote. C'est pour ça que je peux me permettre de vivre si bien. Il sourit et indique ses vêtements chers d'un geste de la main. Et tu as aussi. J'hésite un moment, tu as aussi commencé une thérapie? La dernière fois qu'on s'est vu, tu semblais très en colère. Son visage s'illumine, comme s'il avait attendu cette question. Oui, papa. C'est justement de ça que je voulais te parler. J'ai commencé un parcours avec le docteur Michel Rousseau, un psychologue qui travaille ici à Paris, près du Panthéon. Il m'aide énormément. Antoine, je suis fier de toi. Il faut du courage pour admettre qu'on a besoin d'aide. Papa, écoute. Son ton devient plus sérieux, plus intense. Je suis venu ici pour te demander pardon. Pour tout ce que je t'ai dit ce soir-là. Pour chaque mot. Je sens mes yeux se remplir de larmes. Antoine. Non, laisse-moi finir. S'il te plaît. Il se penche en avant en prenant ma main gauche dans les siennes. J'avais tort. Complètement, totalement tort. Tu as été un père merveilleux. Le meilleur que je pouvais souhaiter. Le docteur Rousseau m'a aidé à comprendre que ma colère n'était pas dirigée contre toi, mais contre moi-même. Ses paroles sonnent sincères, mais il y a quelque chose dans ses yeux que je n'arrive pas à déchiffrer. Le docteur m'a expliqué que j'avais projeté sur toi toute la frustration que je n'avais jamais pu traiter. C'était plus facile de te haïr, toi qui étais présent, que d'affronter mes propres échecs. Antoine, j'ai toujours compris que... Non, papa. Tu as toujours compris, mais pas moi. J'ai passé 32 ans à me sentir coupable d'être différent de Julien et Sébastien.
Comme si je trahissais la famille en suivant ma propre voie. Tu as toujours été mon fils spécial, Antoine. Celui qui m'était le plus proche. Je le sais, papa. Je le sais maintenant. Le docteur Rousseau m'a aidé à comprendre que tu n'essayais pas de me contrôler. Tu essayais de me protéger. Ses yeux se remplissent de larmes. Il semble sincèrement ému. Papa, je sais qu'après ce qui s'est passé, je ne mérite pas ton pardon. Mais je voudrais rentrer à la maison. Si tu me le permets. Mon cœur se gonfle de joie. Antoine, ce sera toujours ta maison. Toujours. Vraiment? Vraiment. J'ai gardé ta chambre exactement comme tu l'avais laissée. Le serveur s'approche pour prendre la commande. Antoine commande pour nous deux sans me consulter, choisissant tous mes plats préférés, foie gras en entrée avec un sauterne, coq au vin avec des pommes de terre sarladaises, tarte tatin en dessert. C'est impressionnant comme il se souvient de tous mes goûts. La soirée se déroule merveilleusement. Antoine me raconte la thérapie en détail, comment il a compris que son comportement autodestructeur était une façon de se punir de se sentir différent. Il parle des progrès qu'il fait, de la façon dont il a appris à gérer la colère et les sentiments de culpabilité. Le docteur Rousseau m'a fait faire des exercices de visualisation, raconte-t-il pendant que nous découpons le coq au vin. Il m'a fait imaginer que je me pardonnais et que je t'accordais le pardon, que j'acceptais de pouvoir être différent et d'être quand même aimé. Et comment tu t'es senti? Libéré, papa. Pour la première fois en 32 ans, je me suis senti libre d'être moi-même sans me sentir coupable. Nous parlons pendant 2 heures pleines. C'est comme s'il n'était jamais parti, comme si cette dispute terrible n'avait été qu'un mauvais rêve. Antoine est redevenu le garçon que je connaissais, doux, attentionné, prévenant. Il demande des nouvelles du travail, des amis, de ma santé. Il s'intéresse particulièrement à mes projets d'avenir, aux voyages que je voudrais faire, aux rêves que j'ai trop longtemps reportés. Papa, il y a quelque chose d'important que je dois te dire. Dis-le, mon fils. J'ai rencontré une fille. Elle s'appelle Sophie Moreau. Elle est pédiatre, elle travaille à l'hôpital Necker. C'est une personne merveilleuse, papa. Intelligente, douce, généreuse. Je suis heureux pour toi, Antoine. J'avais hâte que tu trouves quelqu'un. Elle est enceinte, papa. Je m'arrête, la fourchette à mi-chemin de ma bouche. Enceinte? Oui. De 3 mois. On va se marier le mois prochain. Une cérémonie simple, juste la famille et les amis les plus proches. Ses yeux brillent d'une émotion qui semble authentique. Antoine, c'est fantastique. Je vais être grand-père. Oui, papa. Et cet enfant aura le meilleur grand-père du monde. Sophie meurt d'envie de te connaître. Je lui ai tellement parlé de toi. Quand est-ce que je peux la rencontrer? Dimanche prochain? On pourrait venir déjeuner. Sophie cuisine divinement, elle pourrait préparer son bœuf bourguignon végétarien. Vers 11h30 je dois aller aux toilettes. Le Dom Pérignon et l'émotion de la soirée ont eu leur effet. Je reviens tout de suite, dis-je en me levant. Prends ton temps, papa. Je commande le dessert en attendant. Ça te dit une tarte tatin? Je sais que c'est ton dessert préféré. Les toilettes du restaurant sont à l'étage, accessibles par un escalier en pierre de taille typiquement parisien. Je monte lentement en repensant à la soirée. Antoine a vraiment changé. La thérapie lui a fait un bien énorme. Il est plus mûr, plus conscient. Enfin nous semblons avoir retrouvé notre équilibre. Dans les toilettes, je me regarde dans le miroir. J'ai les yeux brillants d'émotion. Mon fils est de retour. Et bientôt je serai grand-père. La vie, après des mois sombres, a repris des couleurs. Quand je reviens à table, Antoine regarde la carte des desserts. Mon verre est de nouveau plein, le Dom Pérignon couleur ambre reflète la lumière des bougies. J'ai commandé de la tarte tatin pour nous deux, dit-il en souriant. Et j'ai rempli ton verre. Tu avais presque tout bu pendant qu'on parlait. Merci, mon fils. Je prends le verre et bois une gorgée. Le goût est légèrement différent du premier.
plus amer, avec un arrière-goût métallique que je ne reconnais pas. Mais les champagnes changent de goût pendant la soirée, surtout quand ils se mélangent aux saveurs de la nourriture. C'est normal. Papa, je voulais te demander quelque chose d'important. Dis tout. Sophie et moi on cherche un appartement. Quelque chose de plus grand, adapté pour une famille. Je pensais, ça te dérangerait si on cherchait quelque chose près de chez toi. Peut-être dans le même arrondissement. Ça me ferait plaisir de vous avoir près de nous, Antoine. Et puis, bon, c'est gênant à dire, mais on a quelques difficultés avec l'hypothèque. Les banques sont devenues très strictes ces derniers temps. Je pensais que tu pourrais peut-être, je ne sais pas, te porter garant. Bien sûr, Antoine. Je serai heureux de vous aider. Papa, tu es incroyable. Sophie avait raison, elle dit toujours que les vrais pères se reconnaissent dans les moments importants. Je finis le verre de champagne d'un trait. La joie m'a rendu euphorique. Antoine est de retour, il me demande de l'aide comme un vrai fils, bientôt je serai grand-père. La tarte tatin arrive au bout de 10 minutes. Elle est délicieuse, crémeuse à point, avec un équilibre parfait entre les pommes et la cannelle. Nous la mangeons en parlant de l'avenir, du mariage, de l'enfant qui arrive, de l'appartement qu'ils vont chercher. Antoine semble aussi excité que moi, fait des projets à long terme qui m'incluent toujours. Vers minuit il demande l'addition. C'est moi qui invite, papa. C'est le minimum que je puisse faire après tout ce qui s'est passé. Ce n'est pas nécessaire, Antoine. J'y tiens. Je veux te montrer que j'ai changé, que je peux prendre mes responsabilités. Il paie avec une carte de crédit que je n'avais jamais vue. Une carte dorée, premium, avec écrit « Platinum American Express ». Nouvelle carte? Oui, papa. Avec le nouveau travail j'ai eu des avantages beaucoup mieux. Assurance santé privée, carte de crédit d'entreprise, voiture de fonction. Quelle voiture ils t'ont donné? Une BMW série 5 hybride. Gris métallisé. Elle est garée dehors, si tu veux la voir. Nous sortons du restaurant. L'air frais de novembre me fait du bien, mais je sens un léger vertige. C'est probablement le champagne combiné à l'émotion de la soirée. Je ne suis plus habitué à boire autant. Papa, moi je vais par là, dit Antoine en montrant vers la gauche, direction rue de Rivoli. Et toi? De l'autre côté. J'ai garé près de Notre-Dame. Nous nous embrassons à nouveau. Cette étreinte est différente de la première. Plus longue, plus intense. Je sens ses mains qui me serrent fort, comme s'il ne voulait pas me lâcher. Je t'aime, papa. Plus que tu ne peux l'imaginer. Moi aussi je t'aime, mon fils. Énormément. On se parle demain. Bien sûr. Appelle quand tu veux. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, Antoine. Je le regarde s'éloigner dans la nuit parisienne. Il marche vite, d'un pas sûr, les épaules droites. Mon garçon est de retour. Ma famille s'agrandit. Je vais être grand-père d'un enfant qui grandira en sachant qu'il a un grand-père qui l'aime. Je marche vers Notre-Dame quand j'entends une voix derrière moi. Monsieur. Monsieur, attendez. Je me retourne. C'est un homme d'une cinquantaine d'années, mince, avec une moustache grise soignée et des yeux attentifs. Il porte l'uniforme d'un service de sécurité privé, Securitas Paris, est écrit sur la poitrine. Oui. Excusez-moi, vous êtes monsieur qui dînait avec le jeune homme à la table 9. Oui, pourquoi? L'homme s'approche en regardant nerveusement autour de lui. Ses yeux sont inquiets, presque effrayés. Monsieur, je suis Marcel Durand, je fais le service de sécurité pour le restaurant et tout le quartier. J'ai vu quelque chose qui m'a beaucoup dérangé. Quoi donc? Quand vous êtes allé aux toilettes, j'ai vu le jeune homme verser quelque chose dans votre verre. Le monde s'arrête. Les paroles de Marcel résonnent dans ma tête comme des échos dans une cathédrale vide. Quoi? Un petit sachet blanc. Il l'a sorti de la poche de poitrine de sa veste, a ouvert le sachet et a versé tout le contenu dans votre champagne. Puis il a remué avec le manche du couteau à viande. Vous êtes sûr?
Absolument sûr, monsieur. J'étais derrière la colonne de marbre, près du comptoir du bar. Il ne m'a pas vu, mais j'ai tout vu clairement. J'ai attendu qu'il parte pour vous le dire. Mes jambes tremblent. Le vertige s'intensifie subitement. Monsieur, comment vous sentez-vous? Je ne sais pas. Un peu étourdi. Un peu confus. Écoutez, je ne sais pas ce qu'il y avait dans ce sachet, mais si j'étais vous j'irais tout de suite aux urgences. J'ai vu trop de choses terribles dans ce travail pour ne pas m'inquiéter. Vous avez raison. Je dois aller à l'hôpital. Vous voulez que j'appelle une ambulance? Non, non. Je peux prendre un taxi. Monsieur, vous êtes pâle comme un linge et vous suez froid. Vous ne pouvez pas rester seul. Mon service vient de finir, je peux vous accompagner. Merci. C'est très gentil. Monsieur, je peux vous demander quelque chose pendant qu'on y va. Bien sûr. Ce jeune homme, c'était votre fils? Oui. Mon fils cadet. Je suis vraiment désolé. Vraiment. Le trajet vers l'hôpital Pitié-Salpêtrière dure 15 minutes qui semblent des heures. Marcel continue à me regarder dans le rétroviseur de sa Renault Clio. Les lumières de Paris défilent par la fenêtre comme des fantômes colorés. Je sens la bouche de plus en plus sèche et un goût métallique sur la langue qui s'intensifie. Monsieur, pouvez-vous me décrire exactement ce que vous avez bu et mangé ce soir? Dom Pérignon 2012, foie gras avec sauterne, coque au vin avec pommes sarladaises, tarte tatin. Et quand avez-vous remarqué que le champagne avait un goût différent? Après être revenu des toilettes. Il était plus amer, avec un arrière-goût bizarre. Monsieur, vous êtes absolument sûr de ce que vous avez vu? Monsieur, je fais ce travail depuis 15 ans. Je sais distinguer un geste suspect d'un geste normal. Ce que j'ai vu, c'était quelqu'un qui versait délibérément une substance dans le verre d'une autre personne quand cette personne n'était pas là. Ça pouvait être, je ne sais pas, un médicament? Un complément alimentaire. Monsieur, on ne verse pas des médicaments en cachette dans le champagne des autres. Et puis, vous avez vu comment il regardait autour de lui avant de le faire? Il était nerveux, il vérifiait que personne ne l'observait. C'était un geste prémédité. Il a raison. Bon Dieu, il a raison. Aux urgences de la Pitié-Salpêtrière, on me fait immédiatement des prises de sang et d'urine. L'infirmière qui m'accueille, une femme d'une quarantaine d'années aux yeux doux, remarque tout de suite mon état. Comment vous sentez-vous, monsieur? Vertige, nausée, tachycardie. Et la bouche très sèche. Depuis combien de temps avez-vous ces symptômes? Depuis environ une demi-heure. Le médecin de garde, le docteur François Lemaire, est un homme d'une quarantaine d'années aux yeux attentifs et aux manières rassurantes. Il m'examine minutieusement, contrôle le rythme cardiaque, la tension, les réflexes. Monsieur Dubois, avez-vous bu de l'alcool ce soir? Oui, du champagne. Environ 2 verres, peut-être 3. Avez-vous pris des médicaments? Non, aucun médicament. De la drogue? Absolument pas. Écoutez, les analyses prendront au moins 1 heure. Restez ici sous surveillance en attendant. Si les symptômes s'aggravent, appelez-moi immédiatement. Marcel est resté avec moi. Il n'était pas obligé de le faire, son service était fini depuis longtemps, mais il est resté. Monsieur, je peux vous poser une question personnelle? Dites. Aviez-vous déjà eu des problèmes avec votre fils? On s'est disputé il y a 5 mois. Une dispute terrible. Il était parti de la maison. Et ce soir vous vous êtes réconciliés? Oui. Ou du moins je le pensais. Il m'a raconté une thérapie, qu'il avait compris ses erreurs. Il a parlé d'une fiancée enceinte, du mariage. Et vous l'avez cru. Pourquoi je ne l'aurais pas cru? C'est mon fils. Monsieur, je ne veux pas semer la zizanie dans votre famille. Mais ce que j'ai vu c'était intentionnel, calculé. Ce jeune homme savait exactement ce qu'il faisait. 1h30 plus tard, le docteur Lemaire revient avec les analyses. L'expression de son visage est sérieuse, inquiète. Monsieur Dubois,
nous avons trouvé des traces de diazépam dans votre sang. Diazépam. Un anxiolytique de la famille des benzodiazépines. Du Valium, pour être clair. En quantité définitivement non thérapeutique. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que quelqu'un a introduit une dose élevée de cette substance dans votre organisme. La quantité trouvée est presque 3 fois supérieure à la dose thérapeutique maximale. Ça aurait pu me tuer. Difficile à dire avec certitude, mais combiné à l'alcool que vous avez consommé, ça aurait pu causer une perte de conscience, une dépression respiratoire, un coma. Dans des cas extrêmes, un arrêt cardiaque. Docteur, vous me dites que quelqu'un a essayé de me droguer. C'est exactement ce que je dis. Et vu les quantités et les circonstances, je dirais que l'intention n'était pas simplement de vous rendre malade. Marcel hoche la tête gravement. Docteur, j'ai tout vu. Je peux témoigner. Le docteur, le maire nous regarde tous les deux sérieusement. Messieurs, c'est un cas de tentative d'empoisonnement. C'est un crime très grave. Vous devez absolument porter plainte. Les mots résonnent dans ma tête comme des pierres dans un puits profond. Tentative d'empoisonnement. Antoine a essayé de m'empoisonner. Mon bébé, le fils que j'ai élevé avec un amour infini, a essayé de me tuer. Monsieur, dit Marcel avec une voix douce, il faut qu'on aille au commissariat. Maintenant. Mais c'est mon fils. Monsieur, fils ou pas, il a essayé de vous faire du mal très sérieux. Il aurait pu vous tuer. Le docteur, le maire nous remet une copie des analyses sanguines et un rapport médical détaillé. C'est la preuve médicale. La police en aura besoin pour ouvrir l'enquête. Le commissariat le plus proche est à 10 minutes de l'hôpital. Il est 3 heures du matin quand nous entrons. Le commissaire de garde, Alain Moreau, est un Parisien d'une 50aine d'années aux yeux fatigués mais très attentifs et une voix qui trahit des décennies d'expérience à voir le pire de l'humanité. Monsieur Dubois, racontez-moi tout depuis le début. N'omettez aucun détail. Je raconte le dîner, la réconciliation, les excuses, le verre rempli à nouveau pendant que j'étais aux toilettes. Marcel confirme dans le détail ce qu'il a vu, décrivant exactement les mouvements d'Antoine, le sachet, la façon sournoise de regarder autour de lui. Le commissaire prend des notes en silence, s'arrêtant de temps en temps pour poser des questions spécifiques. Monsieur Dubois, cet Antoine a-t-il accès à votre domicile? Oui, il a encore les clés de la maison. Je les lui avais laissées quand il est parti, en espérant qu'il reviendrait. A-t-il des raisons économiques de vouloir vous faire du mal? Je ne sais pas. À la maison, je ne garde jamais d'argent liquide significatif, au maximum quelques centaines d'euros. Compte bancaire? Carte de crédit. Les documents bancaires sont dans le coffre-fort. Antoine ne connaît pas la combinaison. Assurance vie. La question me frappe comme un coup de poing dans l'estomac. Oui. Avec lui comme bénéficiaire? Oui. C'est mon seul héritier. Le commissaire et Marcel échangent un regard éloquent. Monsieur Dubois, on parle de quelle somme? L'assurance vie vaut 300 000 euros. Plus la maison qui en vaut environ 800 000. Et mon cabinet d'avocat. Donc on parle d'un patrimoine d'environ 1,5 million d'euros. Oui, mais Antoine n'a jamais montré d'intérêt pour l'argent. Il a toujours été. Monsieur, interrompt Marcel, cette carte Platinum American Express avec laquelle il a payé ce soir, vous l'aviez déjà vue? Non. Il a dit que la nouvelle entreprise la lui avait donnée. Quelle entreprise? Cultural Art International. Une entreprise américaine. Le commissaire arrête d'écrire et me regarde droit dans les yeux. Monsieur Dubois, nous devons ouvrir une enquête pour tentative de meurtre. Tentative de meurtre. Oui. Verser des substances toxiques dans la nourriture ou les boissons de quelqu'un avec l'intention de provoquer la mort ou de graves dommages à la santé, c'est une tentative de meurtre. Et vu les quantités de diazépam trouvées dans votre sang, l'intention était clairement létale. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant nous émettons un mandat d'arrêt pour Antoine. Vous, en attendant, vous devez absolument changer les serrures de votre maison et faire très attention. Je n'arrive pas à croire qu'Antoine ait vraiment voulu me tuer.
Monsieur Dubois, dit le commissaire avec une voix douce mais ferme, je fais ce travail depuis 25 ans. J'ai tout vu. Et je vous assure que les personnes les plus dangereuses sont souvent celles en qui nous avons le plus confiance. Celles qui connaissent nos habitudes, nos points faibles, nos vulnérabilités. Je rentre chez moi à 4 heures du matin. Marcel a insisté pour m'accompagner et attendre que le serrurier d'urgence change toutes les serrures de l'appartement. Monsieur, je ne vous connais pas bien. Mais ce qui s'est passé ce soir, c'était une tentative de meurtre prémédité. Vous vous rendez compte? Oui, je me rends compte. Et vous vous rendez compte que si je n'avais pas été là pour voir, vous seriez probablement mort maintenant? Marcel, pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez risqué votre travail pour aider un inconnu? Marcel me regarde avec des yeux tristes. Parce que mon père a été empoisonné par mon frère aîné. Pour l'argent de l'héritage. Et moi je n'ai rien fait parce que je ne voulais pas croire que c'était possible. Je suis vraiment désolé. Mon père est mort seul à l'hôpital, sans savoir pourquoi il mourait. Les médecins pensaient que c'était un infarctus. Je ne pouvais pas laisser la même chose vous arriver. Le serrurier finit d'installer les nouvelles serrures à 6 heures du matin. Marcel ne part qu'après s'être assuré que toutes les fenêtres sont fermées et les volets baissés. Je reste assis dans la cuisine, fixant le vide. Antoine. Mon bébé. Le garçon qui tremblait pendant les orages et venait dans mon lit chercher du réconfort. Le fils que j'ai accompagné au premier jour de lycée, au bac, à l'université. Le jeune homme qui m'appelait « papa » avec fierté quand il me présentait à ses amis. Il a essayé de me tuer. Le téléphone sonne à 9h30. C'est Antoine. Papa. Comment ça va? Hier soir c'était une soirée merveilleuse. Je n'arrivais pas à dormir d'émotion. La voix est identique à celle d'hier soir. Chaude, affectueuse, pleine d'amour filial. Antoine. Papa, ça te va si on vient déjeuner dimanche? Sophie meurt d'envie de te connaître. Elle voudrait cuisiner, son bœuf bourguignon est extraordinaire. Antoine, il faut qu'on parle. Bien sûr, papa. De quoi? De ce que tu as mis dans mon verre hier soir. Silence. Un silence long, dense, chargé de tension. Papa, de quoi tu parles? Du diazépam, Antoine. Papa, tu es confus. Je n'ai rien mis dans ton verre. Tu as peut-être trop bu hier soir. L'agent de sécurité du restaurant t'a vu. Un autre silence, encore plus long. Papa, écoute, je peux tout expliquer. Je t'écoute. Ce n'était pas ce que tu penses. C'était juste, c'était des vitamines en poudre. Vitamines du groupe B. Je voulais te faire une blague, comme quand j'étais petit et que je mettais du sel dans ton café. Une blague? Oui, papa. Tu sais que j'aime bien te taquiner. Je voulais voir ta tête quand tu sentirais le goût bizarre. Antoine, je suis allé aux urgences. Ils ont trouvé du diazépam dans mon sang. Du diazépam? C'est impossible. Peut-être que quelqu'un d'autre a mis quelque chose dans ton verre. Qui, Antoine? Je ne sais pas. Le serveur, quelqu'un à la table d'à côté, n'importe quel fou. Antoine, dis-moi la vérité. Papa, je te dis la vérité. Je ne sais rien de ce diazépam. Peut-être que les médecins se sont trompés. Antoine, arrête. Ils t'ont vu. J'ai les preuves médicales. J'ai déjà porté plainte. Papa, qu'est-ce que tu as fait? Le ton de la voix change complètement. Il devient froid, métallique. J'ai porté plainte pour tentative de meurtre. Papa, non. Tu es complètement fou. Je suis ton fils. Fais-moi comprendre une chose, Antoine. Où tu as trouvé l'argent pour cette carte Platinum American Express? Je te l'ai dit, le travail. Et où tu as trouvé l'argent pour ces vêtements chers? Pour cette montre? Pour payer une édition de 400 € sans sourciller? Papa, arrête avec cet interrogatoire. Antoine, dis-moi juste une chose. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi tu as essayé de me tuer?
Je n'ai pas essayé de te tuer. Tu es mon père. Je t'aime. Antoine, viens ici. Maintenant. On règle tout face à face. Papa, je ne peux pas. La police. Comment tu sais pour la police? Tu as dit que tu avais porté plainte. J'ai dit que j'avais porté plainte. Je n'ai pas dit auprès de qui. Silence total. Antoine. La ligne est coupée. La police arrive 3 heures plus tard avec le commissaire Moreau et 2 agents en civil. Monsieur Dubois, nous avons vérifié Cultural Art International. Ça n'existe pas. Comment ça n'existe pas? Ce n'est enregistré nulle part. Ni en France, ni aux États-Unis, ni dans aucun autre pays. C'est complètement inventé. Et l'appartement où vit Antoine? Il est au nom d'Antoine Dubois, mais avec des documents falsifiés. Il a falsifié les bulletins de salaire, les références de travail, tout. Et la fille enceinte? Sophie. Nous n'avons trouvé aucune trace d'une Sophie Moreau qui travaille à l'hôpital Necker. Elle n'existe pas. Donc il a menti sur tout. Monsieur Dubois, nous avons aussi vérifié ses mouvements bancaires des 6 derniers mois. Et Antoine a des dettes de jeu de 150 000 € avec une organisation criminelle très dangereuse. Le monde s'effondre complètement. Des dettes de jeu. Poker en ligne, paris sportifs, casinos privés illégaux. Des dettes qu'il devait solder cette semaine. Ou il aurait eu de sérieux problèmes physiques. Ces gens-là ne plaisantent pas. Donc la réconciliation, les excuses, la thérapie. Tout était une mise en scène pour vous tuer et encaisser l'assurance vie. 300 000 € suffisaient pour solder les dettes et se racheter une vie normale. Où il est maintenant? Il a disparu. Il a vidé le compte en banque et s'est volatilisé. Mais on va le retrouver. 2 jours plus tard, je reçois un appel du commissaire Moreau. Monsieur Dubois, nous avons arrêté Antoine. Où? À l'aéroport Charles de Gaulle. Il allait prendre un vol pour le Brésil avec de faux documents. Il avait l'argent pour fuir. Il avait vendu tout ce qu'il possédait de valeur. Aussi quelques objets qui vous appartenaient probablement. Des bijoux, des tableaux, des photographies d'époque. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant il passe en jugement. L'accusation c'est tentative de meurtre avec préméditation aggravée par le lien familial. Commissaire, je peux vous poser une question? Bien sûr. Est-ce que c'est vraiment possible qu'Antoine n'ait pas voulu me tuer? Qu'il ait juste voulu me faire perdre conscience pendant quelques heures? Monsieur Dubois, nous avons saisi son ordinateur. Il avait consulté des sites web sur les dosages létaux de benzodiazépine 3 jours avant le dîner. Il avait aussi cherché des informations sur comment simuler un infarctus et mort par arrêt cardiaque cause naturelle. Il n'y a plus de place pour le doute. Le procès commence 8 mois plus tard. La salle d'audience de Paris est pleine de journalistes et de curieux. Antoine plaide non coupable. Ses avocats, probablement payés avec l'argent de l'assurance qu'il espérait encaisser, soutiennent qu'il voulait seulement étourdir le père pour le voler, pas le tuer. Marcel témoigne avec une précision chirurgicale. Il raconte dans le détail ce qu'il a vu cette nuit-là au restaurant. Le procureur lui demande de répéter la scène, et Marcel se lève, va à la table des avocats, et mime exactement les mouvements d'Antoine. Monsieur Antoine Dubois a sorti le sachet de la poche gauche de sa veste, déclare Marcel devant la cour. Il l'a ouvert avec les doigts, a versé tout le contenu dans le verre de son père, a remué 3 fois dans le sens des aiguilles d'une montre avec le manche du couteau à viande, puis a remis le sachet vide dans sa poche. Toute l'opération a duré moins de 10 secondes. C'était un geste exercé, sûr. Le docteur Lemaire explique au juge les effets du diazépam sur l'organisme humain. La quantité trouvée dans le sang de Pierre, combinée à l'alcool, avait 70% de probabilité de provoquer un arrêt cardiaque. La police présente toutes les preuves, les recherches Internet sur les poisons, les dettes de jeu, les faux documents, l'assurance vie, la tentative de fuite. Pendant tout le procès, Antoine me regarde. Ses yeux sont ceux d'un étranger. Il n'y a plus trace de l'enfant que j'ai élevé.
Quand arrive le moment de mon témoignage, le juge me demande, « Monsieur Dubois, selon vous, votre fils voulait-il vous tuer? » Je regarde Antoine de longues secondes. Pour un instant je revois le garçon de 12 ans qui pleurait dans son sommeil. Puis je revois l'homme qui a versé du poison dans mon verre en souriant et en parlant de l'avenir. Oui, votre honneur. Il voulait me tuer. Comment pouvez-vous en être si sûr? Parce qu'il me connaissait mieux que quiconque au monde. Il savait que s'il m'avait parlé de ses dettes de jeu, je l'aurais aidé. Il savait que je ne l'aurais jamais abandonné, quoi qu'il ait fait. Mais il a choisi de me tuer plutôt que de me demander de l'aide. Et qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela signifie qu'il avait cessé de me considérer comme son père bien avant cette soirée-là. Cela signifie que j'étais devenu pour lui juste un obstacle entre lui et l'argent. Antoine est condamné à 18 ans de prison pour tentative de meurtre avec préméditation. Quand il l'emmène, il se retourne vers moi une dernière fois. « Papa » murmure-t-il avec des larmes dans les yeux. Je ne réponds pas. 3 ans ont passé depuis cette nuit au restaurant. J'ai vendu la maison de Paris et j'ai déménagé dans un petit appartement à Lyon, près de la basilique de Fourvière. J'ai fermé le cabinet d'avocat et maintenant je fais du bénévolat dans un centre pour enfants orphelins qui s'appelle Maison de l'Espoir. Marcel est devenu un vrai ami. On se voit tous les dimanches, on déjeune ensemble et on parle pendant des heures. Il m'a appris qu'aimer quelqu'un ne signifie pas lui permettre de nous détruire. J'ai reçu 9 lettres d'Antoine de prison. Je ne les ai jamais ouvertes. L'assurance vie que j'avais souscrite à son nom, je l'ai changée. Maintenant les bénéficiaires sont le centre d'orphelins où je fais du bénévolat et Marcel, l'homme qui m'a sauvé la vie. Les enfants du centre m'appellent Papy Pierre. Avec eux j'ai réappris ce que signifie aimer sans rien attendre en retour. Antoine avait raison sur une chose, je l'avais élevé pour mes propres raisons. Parce que je me sentais seul après la mort de Marguerite. Parce que je voulais un lien spécial avec mon fils cadet. Mais il se trompait sur tout le reste. L'amour que je lui avais donné était vrai. Mais c'était le mauvais amour. Un amour sans limite, sans frontières, sans conséquences. Antoine avait besoin d'un père qui l'aide à grandir, pas d'un qui le protège de la réalité. J'ai fait des erreurs pendant 32 ans. Mais je n'en ferai plus. Parce que le vrai amour n'est pas celui qui justifie tout. C'est celui qui apprend à être meilleur. Même quand ça fait mal. Surtout quand ça fait mal. Si cette histoire vous a bouleversé comme elle m'a bouleversé en la racontant, laissez un like pour faire savoir à tous que l'amour sans limite peut devenir une condamnation mortelle. Partagez dans les commentaires si vous aussi avez déjà aimé quelqu'un qui a profité de votre bonté, ou si vous connaissez quelqu'un qui a confondu le pardon avec la faiblesse. Votre courage à raconter pourrait sauver la vie de quelqu'un qui vit la même illusion. Abonnez-vous pour plus d'histoires qui montrent que parfois aimer vraiment signifie savoir dire non à temps, avant qu'il ne soit trop tard. Pour écouter la prochaine histoire qui changera votre vision des liens familiaux, cliquez sur la case à gauche.